Bonjour, bonjour et bienvenue à cet autre programme, Atelier des acolytes, notre dernier atelier de l'année en ligne. Et voilà, nous avons décidé de le faire gratuitement. C'est un atelier ouvert pour pouvoir parler du BAT. Parce que la question de la qualité du livre est toujours sur la table. Et il est important de comprendre certains mécanismes pour pouvoir arriver à comprendre réaliser comment un livre peut atteindre certains niveaux de qualité. Pourquoi certains livres sont dits de faire, certains autres sont dits de très bonne qualité. Quel est le rôle du BAT et surtout quel est le rôle de l'auteur? Parce que très souvent, c'est l'éditeur qui est regardé, qui est remis en question, mais l'auteur a un rôle bien précis à jouer et c'est ce rôle-là que nous allons découvrir, nous allons explorer aujourd'hui. Alors, lire son BAT, déjà, le BAT c'est quoi? C'est le bon à tirer. C'est votre manuscrit que vous allez recevoir avec les corrections déjà intégrées et qui est prêt à l'impression. Donc voilà le BAT. Et vous le recevez de votre éditeur juste avant de passer de recevoir votre livre physique. Donc, vous devez avoir votre BAT. Tout éditeur qui se respecte devrait soumettre un BAT à un auteur. Parce qu'il y a le manuscrit qui est déposé. Ensuite, il est travaillé par un comité éditorial. Il y a une version, il y aura des échanges, naturellement, avec les auteurs. Puis, il y a une version qui sera soumise à l'auteur à la est complète déjà, relue, corrigée par l'éditeur, vérifiée par l'éditeur et soumise maintenant à la vérification de l'auteur. Donc, dans un premier temps, c'est l'auteur qui va soumettre son manuscrit. Ensuite, c'est l'éditeur qui va soumettre son travail. Et l'auteur doit pouvoir être renseigné sur ce travail de l'éditeur parce qu'en réalité, c'est lui qui aura ce livre, c'est son livre, c'est lui qui aura son nom sur la couverture, c'est lui qui va passer la dédicace, qui va subir les critiques et tout ce que ça comporte. Donc, l'éditeur a le devoir de soumettre à l'auteur un bon à tirer pour que l'auteur réalise le travail qui a été fait avant de pouvoir accepter, avant de pouvoir valider quelque chose pour que le livre puisse être tiré, qu'il ait ses exemplaires. Parce qu'une fois passé l'étape du bon à tirer, il n'est plus possible. On ne va pas retourner un livre dans la machine, on ne va pas retourner un livre à l'impression. Non, les exemplaires seront déjà là et il va falloir faire avec ce qui aura été les pertes concernant les livres de mauvaise qualité. Donc voilà un peu ce qui. Maintenant, l'auteur, quand il reçoit un BAT, qu'est-ce qu'il fait? Très souvent, les auteurs, ils ont une confiance aveugle en l'éditeur. C'est une des attitudes. Ils ont une confiance aveugle dans l'éditeur et bon à tirer, ça veut dire bon à tirer. Donc, il n'y a plus rien à faire. On a passé tout notre temps à travailler. On a eu des retours. On a fait. Il y a effectivement eu échange entre l'auteur et l'éditeur. Et là, l'auteur va se dire, OK, vous avez regardé. Donc, les exemplaires. Mais seulement, l'auteur qui ne relit pas son BAT, ce qu'il a déposé comme contenu en termes de paraître. La question du volume. Parfois, les auteurs, ils écrivent de très, très gros volumes. 400, 500 pages. Il y a cette paresse qui va intervenir. Ils ne pourront pas se relire. Et certains qui me disent tout n'arrivent même pas à se relire. C'est comme se regarder dans un livre. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Mais l'auteur qui ne s'implique pas dans la relecture de son texte, toujours s'égarer. C'est pourquoi nous rencontrons des auteurs qui se plaignent d'avoir déposé
des textes d'une certaine qualité qui n'était peut-être pas la meilleure des qualités, mais qui reçoivent, qui voient dans leur défauts qui n'y étaient pas tirés, ça se lit. Et l'auteur peut aussi soumettre à un lecteur professionnel. Déjà, pour quelque chose, là, ça va prendre d'autres coups. Parce qu'il faudra le manuscrit original de l'auteur et à côté de ce bon à tirer. Parce qu'une fois qu'il va soumettre son manuscrit original, il faudra qu'il y ait le à côté. L'auteur professionnel va faire des comparaisons. Il va regarder ce qui marche, ce qui marche, qu'est-ce qui va. Et ce travail peut prendre autant. Et l'auteur doit pouvoir se soumettre à ce temps. Et l'éditeur a le devoir de l'accepter ce temps. Parce que les éditeurs ont une faiblesse aujourd'hui. À compte d'auteur. Évidemment, c'est l'auteur qui l'auteur a les moyens de payer l'éditeur, rejeter ce type d'auteur. Et il n'évalue pas le volume de travail qu'il y a à faire dans le texte. Alors, pour retravailler, il ne se rend même pas compte qu'il faut aller au fond des choses. Et ça va prendre un peu plus de temps. Ce que nous constatons, c'est j'ai déposé mon manuscrit. On est dimanche, là. Je dépose mon manuscrit, par exemple lundi, demain. Et mercredi, je reçois le bon à tirer. Voilà ce qui se passe en général. Vendredi, je reçois mes exemplaires. Donc, en une semaine, en une semaine, on a déposé un manuscrit et on a reçu son exemplaire. Voilà ce qui se passe en général. Et la semaine d'après, bien évidemment, on va lancer la dédicace. Mais qu'en est-il de tout ce qui va se retrouver comme faute, incohérence et même des blocs qui n'appartiennent pas au texte original de l'auteur, qui se retrouvent dans son travail? Il est important de lire le bon à tirer parce que c'est vital pour la suite d'un livre. Ne pas faire confiance aveuglément à l'éditeur. Un bon à tirer se lit toujours. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qu'on aura oublié, qu'on regardera d'une certaine façon, peu importe l'éditeur, qu'il soit à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. C'est vrai que lorsqu'on a compte d'éditeur, parce qu'on a soi-même son propre agent en tant qu'éditeur, on est un peu plus regardant sur certaines choses. C'est pourquoi les livres à compte d'éditeur sont de moins mauvaise qualité que les livres à compte d'auteur. Bon, nous ne parlerons pas des auto-éditions parce que là, il n'y a pas de bon à tirer, personne ne va vous le remettre. Mais le problème se pose beaucoup plus dans le cadre des comptes d'auteur. Mais restons avec l'édition de façon globale. Ce qu'il faut faire quand on reçoit un bon à tirer, je le rappelle, c'est le lire. Il faut toujours le lire. Un bon à tirer, ça se lit. Parce que si vous ne le lisez pas, quelles sont les choses que vous avez des chances de retrouver à l'intérieur? Déjà, des corrections qui ne sont pas appropriées. Ça, vous pouvez les retrouver dans votre livre. Vous pouvez dans votre manuscrit. Et vous les retrouvez dans le bon à tirer. Peu importe les échanges que vous aurez eus avec l'éditeur, par exemple. Je prends un cas très simple. Quand vous utilisez, les éditeurs qui utilisent des versions d'évaluation pour monter des livres, et le cas a été observé à plusieurs reprises chez différents éditeurs. Quand vous utilisez une version d'évaluation pour le montage des livres, la migration vers le PDF qui va vous servir de bon à tirer, que vous soumettrez à l'auteur, a des parties qui vont manquer, des parties qui vont se rajouter, des blocs de texte qui appartiennent même à d'autres textes, vous êtes en train de travailler avec le même logiciel, qui se retrouveront à l'intérieur, et des mots coupés, des fautes qui seront créées et tout autre chose. Donc, voilà, vous aurez ça, vous avez la chance de retrouver ça dans vos bons à tirer. Une fois, il y a un auteur qui m'a envoyé son manuscrit original et son bon à tirer. Il y avait dans le bon à tirer des fautes qui ne se retrouvaient pas dans le manuscrit. Et il m'a envoyé la dernière version de l'échange avec l'éditeur avant de passer au bon à tirer. Et il y avait des fautes dans
cette dernière version qu'il n'y avait pas dans la version numérique que l'éditeur lui soumettait. Tout simplement parce que une version d'évaluation, un logiciel d'évaluation, un logiciel en version d'évaluation est un logiciel en version d'évaluation. Ce n'est pas un logiciel premium. Il y a des capacités qui manquent aux versions d'évaluation. Et cette habitude, par exemple, que les éditeurs ont, quand ils reçoivent un manuscrit, de le monter avec toutes ses fautes, de le monter tel qu'il est arrivé et de faire ce qu'ils appellent intégrer les fautes. C'est très, très dommageable pour le livre. Parce que quand on va monter, quand on reçoit un manuscrit, on ne le monte pas directement. On va faire un travail de relecture et s'assurer que la version qui va passer dans le logiciel de montage, c'est la version agréée par à la fois l'éditeur et l'auteur. Donc, on ne prendra pas un livre, un manuscrit, qui vient d'être déposé et on va le monter. Malheureusement, nos éditeurs, surtout à compte d'auteurs, ce qu'ils font, c'est parce qu'ils reçoivent plusieurs manuscrits, ils vont monter directement et attendre la correction. Quand la correction arrive, on remettra la personne devant sa machine et on va lui demander d'intégrer les fautes. Vous vous doutez bien que les textes qui ont des centaines de fautes ne peuvent pas être ajustés juste comme ça par cette personne qui est assise là et qui est sous la contrainte d'autres textes en attente, qui est sous la contrainte d'autres bons à tirer, à réévaluer, qui est sous la contrainte même du volume de travail qu'il y a et il faut boucler une journée. Donc, quand on monte un texte qu'on n'a même pas déjà corrigé, on a toutes les chances de se lasser à un certain moment et de le faire passer ainsi. Donc, l'auteur doit lire le bon à tirer. L'auteur doit le lire. Ce n'est pas facultatif. J'ai vu des bons à tirer qui portaient des blocs appartenant à d'autres textes sur lesquels l'éditeur est en train de travailler. Vous avez un logiciel. Il a plusieurs textes en attente. C'est une version d'évaluation. Et maintenant, vous allez avoir en migrant, par exemple, des blocs de texte, des bouts de texte qui vont se retrouver à cet endroit. J'en ai vu énormément. Je suis passé par plusieurs éditeurs pour voir un peu comment certains travaux se faisaient. J'ai eu des manuscrits qui m'ont été soumis, des bons à tirer qui m'ont été soumis, et on retrouvait dans plusieurs bons à tirer des textes que l'auteur n'avait pas écrits, des éléments qui n'appartenaient pas du tout à son texte à lui. Et déjà, le premier point, c'est qu'il faut connaître son éditeur. Connaître son éditeur, c'est avoir lu ce qu'il publie. Vous n'avez pas besoin d'arriver chez lui, il va vous faire sa bonne campagne. N'arrivez pas chez lui, vous lui demandez s'il publie, s'il publie ça, s'il est un éditeur sérieux. N'allez pas regarder le nombre de livres publiés en ligne. Ça ne vous renseignera pas sur la qualité de cet éditeur. Ne vous fiez pas aux distinctions reçues par tel ou tel autre auteur, parce qu'il y a d'autres choses parfois sur le coup. Mais lisez. Pour bien choisir votre éditeur, vous devez lire ce qu'il publie, soit faire lire ce qu'il publie par des professionnels, et ils pourront vous orienter sur quant à la qualité des textes produits par cet éditeur. Un livre va vous donner le sérieux qu'un éditeur accorde. Alors vous trouverez des livres qui sont remplis de fautes, qui sont mal montés, qui portent des incohérences et d'autres qui ne sont pas du tout relus. Parce qu'il y a des éditeurs qui impriment. Et si l'auteur n'est pas vigilant, et ils savent que certains auteurs ne lisent pas leurs bons à tirer. Et parce qu'ils ne lisent pas ces bons à tirer, ils vont avoir en version livre le même manuscrit qu'ils ont déposé. Donc on imprimera tout simplement le temps est votre allié, chers auteurs. Et ce que vous devez faire quand vous recevez votre bon à tirer, c'est de prendre votre temps. L'éditeur ne doit pas vous donner un délai de lecture. L'éditeur ne vous donne pas un délai de lecture, vous prenez votre temps. Il y a un délai par rapport à des publications, par rapport à pas mal de choses, mais quand vous avez reçu un bon à tirer,
après avoir déposé votre manuscrit, 3 jours, 1 semaine après avoir déposé votre manuscrit, et après vous avez une pression pour renvoyer votre retour le lendemain ou bien 2 jours après. Vous courez tous les risques d'avoir un très mauvais livre sur le marché. C'est vrai qu'il y a une difficulté à se relire. Il y a une difficulté à regarder son propre texte. Mais il faut se soumettre à cet exercice. Il faut apprendre à lire son propre texte. Parce que si vous ne le faites pas, déjà, vous avez lu, vous avez donné votre maximum. C'est clair. Nous sommes tout à fait d'accord. Et vous ne voyez plus par-delà ce que cela représente. Vous ne voyez plus par-delà le travail que vous avez déjà confié à un éditeur. Mais l'éditeur maintenant, l'éditeur à son tour, doit avoir un comité de relecture. C'est ce comité qui doit travailler, fond, qui doit aller au cœur de votre texte et vous ramener toutes les remarques possibles. Ce n'est pas une note de lecture, qu'on vous fera. Un retour de correction, les marques de lecture pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. Il y a des fois où cela arrive, on vous dit c'est juste une virgule ici. Bon, là, c'est juste qu'il fallait remplacer un point par un point virgule et tout le reste. Ce n'est pas pour cela que vous avez déposé votre manuscrit. Et c'est aussi clair que l'éditeur, il ne forcera pas, il ne trouvera pas des fautes où il n'y en a pas. Mais vous devez relire et faire relire par des professionnels. Il y a des professionnels partout, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas chez des éditeurs. Ils ne travaillent pas dans des maisons d'édition. Vous en connaissez certainement. Vous leur soumettez votre travail, de préférence avant. Vous leur soumettez votre travail de préférence avant et à ce moment, vous aurez un autre retour. Quand on dit qu'un livre coûte cher, ce n'est pas à l'achat qu'un livre coûte cher, c'est dans sa préparation. Est-ce que vous, auteur, êtes-vous déjà préparé au livre? Parce que si vous écrivez quelque chose, surtout dans ce monde, si vous écrivez quelque chose, surtout dans ce monde où il y a pas mal de... où on court après les factures, où on court après toute autre chose, et aussi où vous avez soif de voir votre nom sur la couverture, cela va devenir presque impossible d'avoir un livre de qualité. Une seconde, s'il vous plaît. Ok, bien. Donc, est-ce que vous êtes suffisamment préparé à recevoir votre écriture? Est-ce que vous êtes suffisamment préparé à voir si vous avez déjà ce potentiel pour écrire un livre? Vous avez un manuscrit. C'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose de très bien. Sur le manuscrit, comment va-t-il se présenter? Comment les autres vont-ils recevoir si jamais un livre doit être publié? Par quoi êtes-vous passé pour prétendre à l'édition? Par quoi êtes-vous passé pour prétendre à l'édition? Ça, il faut le voir. Il faut regarder cet aspect-là aussi. Parce que si vous n'avez pas suffisamment préparé votre écriture, il est clair que vous ne comprendrez même pas le BAT. Vous ne comprendrez pas les corrections qui reviendront et vous allez toutes les valider en étant certain que l'éditeur aura fait son travail. Être prêt à l'écriture, être prêt à la littérature, c'est apprendre à écrire. Et apprendre à écrire, c'est véritablement, vous pouvez suivre des ateliers, vous pouvez lire beaucoup de... prendre des conseils, rencontrer des gens, présenter votre manuscrit à des professionnels avant de le soumettre à l'édition. Parce que beaucoup de maisons d'édition n'ont pas de comité de relecture. Beaucoup de maisons d'édition ne relisent pas véritablement. Et celles qui ont des comités de relecture, parfois ces comités de relecture ne sont pas assez compétents
La preuve, il y a beaucoup de livres à l'extérieur qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bien écrits, qui ne sont pas de qualité et qui ne peuvent pas permettre à la lecture de se cultiver, qui ne peuvent pas s'épanouir. Parce que quand on écrit, ce n'est pas juste une histoire qu'on est venu proposer. Ce n'est pas juste un message qu'on est venu donner parce que les auteurs, ils en ont juste après deux choses. Le message et l'histoire. Bah, que penses-tu de mon histoire? Bon, est-ce que mon message est reçu? Et tout autre. On se focalise peu sur comment. Pourtant, le comment est très important. Comment un texte est présenté, c'est important. Alors, l'auteur doit apprendre à écrire. On apprend à écrire. Et l'éditeur doit apprendre à éditer. Éditeur, c'est qu'il est à mesure de regarder un travail de littérature et relever des choses qui vont suivre sa ligne éditoriale ou pas, ou ajuster en fonction de sa ligne éditoriale, en fonction de ce que les lecteurs peuvent recevoir et surtout en fonction de la qualité. Parce qu'il y a une question primaire qui est là, qualité, grammaire, orthographe. Ce sont des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Et le bon à tirer doit vous permettre de voir si votre grammaire, votre orthographe, si tout cela est respecté. Et même, par exemple, les références que vous prenez quand vous écrivez, vous présentez des essais, par exemple, est-ce que ces références sont crédibles? L'éditeur doit s'assurer que ces références sont crédibles. Nous lisons beaucoup d'essais avec des références qui ne se rapportent à rien concernant le sujet qui est donné, qui est proposé par l'auteur. L'auteur, lui, peut être certain d'être sur la bonne voie. C'est pourquoi il soumet son manuscrit. Mais si l'éditeur ne peut pas rejeter les textes, c'est parce qu'il n'a pas une ligne éditoriale fixe. Bon, il y a des éditeurs qui créent des collections en fonction des textes qu'ils reçoivent, tout simplement parce qu'il y a une facture derrière à régler et ils ne vont pas rejeter ces auteurs. Mais quand on le rejette, on se sature et on n'est plus en mesure de pouvoir rendre un travail crédible. On n'est plus crédible en tant qu'éditeur. Ça, on ne l'est plus. Donc, il faut pouvoir situer l'auteur. L'éditeur doit être là pour situer l'auteur quant à la qualité de son texte. S'il n'arrive pas à faire ce travail, il va remplir des étagères, des bibliothèques, des librairies avec des livres de piètre qualité. Et on ne pourra plus parler, on ne pourra plus être compétitif. On ne pourra plus présenter avec fierté ce qu'on écrit. Il n'est pas question d'une histoire qui parle de soi, une histoire qu'on voudra authentique, quelque chose qu'on voudra original, panafricaniste, ou tout ce qu'on voudra tout autour. Non, il sera question de qualité. Et un jour, il y a un éditeur qui me dit, cette question de livre de qualité, c'est une affaire de blanc. Quand on écrit chez nous, ce n'est pas déjà notre langue, donc on fait avec ce qu'on a. Mais quand on a ce type de retour des éditeurs, on comprend pourquoi des livres qui arrivent sur le marché ne peuvent pas aider les jeunes à comprendre ce qu'est la littérature. Chacun croit que la littérature, c'est raconter son histoire, venir transmettre son message, et tout va s'arrêter là. Est-ce que votre texte déjà apporte quelque chose? Est-ce que votre texte déjà vous situe? Ou alors est-ce que c'est une reprise d'un passé qui a été largement dépassé et surtout dans les conditions où vous le présentez? Donc, un éditeur doit savoir faire tout ça. Un éditeur doit savoir lire. Il doit avoir une grande culture du livre. Il doit avoir lu et pas mal, et énormément en dehors de sa maison d'édition, en dehors de ce qu'il édite. Si d'aventure, il lit ce qu'il édite. Parce que si les éditeurs étaient conscients de ce qu'ils proposaient sur le marché, ils n'auraient pas certains types de livres sur le marché, sur ce même marché justement. Mais on retrouve toujours ces livres parce que certains, une fois qu'ils arrivent, les manuscrits sont envoyés directement à appeler un comité de relecture et le bon à tirer est servi. Après, il y a impression, il y a tirage d'exemplaires et voilà. L'éditeur ne connaît même pas le contenu de son livre, du livre qui est de ses auteurs. Un éditeur lit, c'est sa première qualité. Un éditeur lit. Un auteur, c'est la même chose. Il lise. Un éditeur vérifie
chaque bon attiré, parce qu'il est question de la crédibilité de sa maison. Le bon attiré, quand il arrive, plusieurs auteurs m'ont confié ne pas lire les bons attirés parce qu'ils font confiance aux éditeurs, parce qu'ils savent que l'éditeur a fait son travail. Mais qu'est-ce qu'ils savent du travail d'un éditeur? Être écrivain, nous en parlions hier lors d'une rencontre à la scène littéraire. Être écrivain aujourd'hui, ce n'est plus juste griffonner quelque chose sur du papier, s'attendre à ce qu'on ait des exemplaires, qu'on ait un livre à présenter à des dédicaces ou à des foires, des festivals et autres choses. Être écrivain aujourd'hui, c'est connaître la chaîne du livre, du manuscrit à la diffusion. C'est aussi ça être écrivain aujourd'hui. C'est savoir comment ça fonctionne, mais surtout le mécanisme d'édition, ce qui se passe dans une maison d'édition avant qu'on aboutisse au livre. L'auteur aujourd'hui peut identifier l'édition de qualité en lisant les livres qui ont été publiés par cette maison. Allez chez votre éditeur, ne restez pas juste à vous taper un nom en ligne, vous vous demandez est-ce qu'on peut envoyer le manuscrit? Non, allez rencontrer votre éditeur. Allez à sa rencontre. Vous allez voir ses locaux. Vous allez... Ce n'est pas interdit. Vous arrivez chez un éditeur, il y a des livres qui sont exposés. Il ne vous est pas interdit de consulter des ouvrages. Demander s'il fait un bon travail, si son livre, si ses livres sont de qualité. Non, vous avez des livres, vous les prenez, vous les consultez. C'est ça aussi être écrivain aujourd'hui. Être auteur aujourd'hui, c'est avoir les bons réflexes. Et le premier bon réflexe, quand vous allez décider de votre éditeur, c'est de consulter ses publications, pas son catalogue. Ne consultez pas son catalogue, allez lire ce qu'il a publié. En lisant ce qu'il a publié, vous allez réaliser si c'est ce que vous recherchez ou pas. Peut-être vous n'en saurez pas grand-chose. D'où la question de la préparation. Vous ne pouvez pas, par exemple, repérer un livre de qualité ou pas du tout chez un éditeur si vous n'avez pas ce niveau élémentaire déjà pour pouvoir déterminer si certaines fautes, c'est ceci, c'est cela, vous pouvez voir telle ou telle autre chose. C'est votre devoir. On n'écrit pas seulement parce qu'on a une histoire. On écrit parce qu'on a une langue à utiliser. J'ai un ami qui disait, qui m'appelait tout le temps, l'écriture, c'est tout simplement un prétexte pour démontrer qu'on sait utiliser une langue, qu'on a compris une langue. C'est pourquoi on écrit aussi. Alors, la première des choses, quand votre texte arrive, c'est est-ce que le niveau élémentaire, déjà, qu'un texte doit avoir, grammaire, orthographe, est-ce que ce niveau, vous l'avez pour prétendre à l'écriture? Est-ce que ce niveau, déjà, vous l'avez? Il est normal d'avoir un texte, je veux dire, d'une centaine de manuscrits, et que chaque page présente au moins une vingtaine, une trentaine de fautes de grammaire et d'orthographe. Donc, ce n'est pas du tout possible. Le volume de l'éditeur ne va pas vous garantir, parce qu'il ne vous aura pas rejeté. L'éditeur a le devoir de vous dire, et bien sûr, que votre livre ne peut pas être retenu parce que certains critères ne sont pas respectés. La grammaire est à refaire, l'orthographe est à refaire. Le temps de travail sera très long. Mais en général, à compte de l'auteur, parce que l'auteur paye, l'éditeur ne rejette pas. Bon, supposons que l'éditeur ne rejette pas, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là? C'est d'orienter l'auteur vers un autre type de travail. C'est de le mettre en atelier, par exemple, de l'orienter vers des ateliers. Mais la course au gain voudra que, en décidant d'orienter un auteur vers encadrer son écriture, ce sont ces professionnels qui gagneront et pas l'éditeur tout de suite. Donc, il va conserver cet auteur et le publier tel quel ou alors presque tel quel. Dans les deux cas, d'être libre sur le marché. Mais comment l'auteur peut-il savoir? Quel est son entourage maintenant? On ne se lève pas avec son manuscrit et on va juste rencontrer un éditeur.
Est-ce que l'auteur s'est familiarisé avec l'écriture? Est-ce que l'auteur a au moins ses règles de grammaire et d'orthographe? Est-ce que l'auteur a eu cette préparation élémentaire déjà quand il va relire son texte? Parce qu'un texte, on ne l'envoie pas chez l'éditeur parce qu'on l'a terminé. On le relit d'abord ou on le fait relire. Mais le faire relire par qui? C'est tout un autre souci. Le faire relire par des professionnels. Les amis, s'ils sont des professionnels, c'est encore tolérable. Et il faut qu'ils aient du temps, il faut qu'ils aient de la patience pour pouvoir lire. Mais toujours est-il que ce n'est pas Facebook, parce qu'en fait, on va se baser très souvent sur des réseaux. Comme ça, on va proposer une partie de son texte sur les réseaux et entendre tous ces waouh, tous ces super, tous ces sublimes qui seront donnés. Et on va se dire, c'est bon, je suis prêt à l'édition. Mais quand vous regardez ce texte de près, il n'est pas prêt à l'édition. Il n'est même pas prêt à rencontrer un comité de lecture. Les comités de lecture ne sont pas là pour des tonnes de football. Je dis de façon triviale, tous les jours, les comités de lecture ne sont pas des poubelles. Soignez ce que vous envoyez chez l'éditeur. Il faut le soigner avant de l'envoyer. Ce n'est pas le devoir de le faire, surtout quand il reçoit des dizaines de manuscrits. Il n'a pas le temps de travailler. Il n'a pas le temps. Parfois, c'est vous qui allez lui rappeler que votre manuscrit est chez lui. Il va recevoir une dizaine de manuscrits le même jour. Et tous ces auteurs, ils ont payé. Appelez à votre éditeur que votre texte est entre ses mains. Et n'ayant pas le temps, un seul relecteur est là, par exemple, ou alors on doit monter tout ça à un seul endroit. Il n'a pas le temps, il va faire monter vos textes comme il est arrivé. Il vous enverra un bon à tirer. Et vous ne le lirez pas parce que vous vous direz, bon, il a fait son travail, c'est super, c'est un professionnel. Vous n'avez pas tort de le penser. Parce qu'en réalité, un éditeur doit être ce professionnel qui fait son travail, qui est de lire votre manuscrit, de le corriger. Oui, ça, il en est ainsi. Mais l'écrivain que vous êtes, celui qui lit, celui qui connaît la littérature, celui qui est suffisamment renseigné sur les mécanismes de production d'un livre, doit pouvoir déceler des défauts, des fautes de travail, de relecture dans son texte. C'est là que le bon à tirer va intervenir. Le bon à tirer, c'est ce trait d'union entre votre manuscrit et votre livre. C'est à ce moment que le bon à tirer, il est important. Alors, quand vous le recevez, prenez du temps. Ne lisez pas votre bon à tirer à la volée. Ne le survolez pas, tout simplement parce que vous avez votre histoire en tête, vous avez votre trame, alors vous allez survoler les pages, tourner. Il n'est pas question de votre trame, il est question de comment vous avez écrit cette trame. C'est comment vous l'avez présenté. Et les comités de relecture devraient un peu plus se baser sur le comment d'une écriture. Le comment de ce qu'ils sont en train de lire. Parce que quand vous lisez et vous trouvez que ce texte ne correspond pas de relecture, vous rentrez chez l'éditeur, vous faites vos marques un peu partout, vous y mettez vos marques et vous les renvoyez à l'éditeur qui a le pouvoir de s'assurer que ces choses sont corrigées. Il y a des éditeurs qui connaissent leur travail. Oui, ça aussi, des auteurs m'ont saisi pour des éditeurs qui leur demandaient leur travail. Nous, c'est une publication, est-ce qu'on va passer toute la vie à corriger? Oui, vous allez passer toute la vie à corriger parce que vous avez accepté un texte que vous ne pouvez pas corriger, même si on vous donne 1 an pour le corriger. Oui, corriger. Tant que l'auteur n'est pas satisfait par son BAT, par son bon à tirer, il le renvoie chez l'auteur, chez l'éditeur avec ses marques. Il ne devrait pas accepter un travail qu'il ne peut pas supporter. Il ne peut pas le supporter. Bon, d'accord, je vais marquer un bac et prendre cette remarque de Jean-Pierre-Noël Batum. D'accord pour la relecture par des professionnels, mais il y en a qui veulent travestir le texte en l'écrivant à la place de l'auteur sans l'écouter vraiment. Il y a un problème réel de moyens financiers, coûte cher, et c'est un dilemme. Tout à fait. Il y a déjà, commençons par les relecteurs. Il y a des relecteurs qui prennent le travail des auteurs pour le leur. La première qualité, exactement comme ce qu'on... Quand vous allez travailler, vous
arrivez, par exemple, vous êtes d'une banque, l'argent que vous voyez, des dizaines, des centaines de millions par jour, on vous dira l'argent que vous voyez n'est pas le vôtre. Ce n'est que du papier. Ce n'est que du papier que vous voyez. L'esprit, ce n'est pas. C'est la même chose. Le texte n'est pas faux. Je me rappelle que j'ai commencé des petites choses après. J'étais adolescent. Et si ne sont pas à ta convenance, tu n'as qu'à écrire tes propres textes des auteurs ne sont. Vous n'avez pas à votre convenance. Il s'agit de qui est donné cadre avec eux-mêmes, pas de votre contexte à vous, ce que vous voyez dans un si on vous avait d'écrire non, l'auteur comment il propre texte. Qui c'est l'auteur? Un auteur qui ne peut pas se la place pour comprendre l'auteur ne peut pas. Ne peut pas. Il apporter il va changer et il n'ira pas changer à un autre. On texte et on les a tous ces textes. Si on a version modifié, c'est l'auteur qu'on est. C'est le nom d'un collecteur au-dessus du. Donc, il faut laisser le travail de l'auteur à l'auteur du coup, oui, cela coûte cher. Parce que cela prend cela requiert une compétence. Celui qui a consacré à l'étude, pas d'université, pas de partout. Je parle de grands passionnés qui ont réalisé le travail de leur outils et qui lisent la littérature, les autres crédibilité d'un texte aujourd'hui ou pas. De ces personnes qui ont le temps de 4 heures sur 24, il y a des personnes beaucoup plus chères que des livres qui sont que l'humiliation que certains auteurs vont recevoir. Les personnes ne coûtent pas véritablement donné et de faire sa parole c'est beaucoup cher de tout ça. Quand on crée, on se dit pourquoi il est très c'est pas juste il y a des personnes qui disent ne peut accepter que des éditions étrangères. Des personnes qui disent que le travail d'édition est pris des étrangers, c'est pas des maisons. Je suis dans des qui sont reconnues, mais ces maisons vont prendre des textes à 10 000 francs. Ces maisons vont vous expliquer, de vous faire des retours détaillés, lecture de votre manuscrit. Si vous vivez ces maisons, on apprend à écrire.
lire. Parce que une société, mais vous la, tous les livres sont des critiques de la société. On écrit parce qu'on critique quelque chose. À tel endroit, on critique. Et c'est ce qui se passe avec vous. Et déjà publié, on vous lit et vous avez produit. Donc, pour attirer et pour être lu. Vous lisez votre temps de comparer le gré original. Assurez-vous, mot vous avez vous approuvé. Alors, bien Dieu que vous avez vous-même proposé. C'est pas en suivant et en supposant que le travail est fait. C'est pour ce que surtout parce que le travail en littérature. Vous pouvez prendre l'inspiration, quelque chose, quelqu'un me dit, corrige pas l'inspiration. Il ne s'agit pas de on corrige par l'inspiration. Une fois que vous avez écrit, tout ce qu'on a encore je peux pas encore, mais vous êtes dans le domaine du modèle. Et dans le domaine du modèle, vous allez être ce que vous avez proposé, la qualité de ce que vous direz, c'est votre signature. Les étapes attirer. Un leader ne doit pas justement, ok, la session est terminée, nous allons passer à la pas du tout. Pas du tout. Il y a un pas vous devez recevoir. Et vos lectures est plus important que celui que vous avez apporté à votre manuscrit avant de le lire. Après, le manuscrit sera passé par cette étape. Et parce qu'il passe par ces étapes, vous assurez à l'impression que ces étapes sont respectées. Donc, vous allez ouvrir votre bon tiret, le lire à la lettre. Votre lecteur, le je suis vraiment désolé, il y a eu un souci de connexion. Donc là, j'espère que c'est rétabli et que l'on arrive à me suivre à nouveau. Bien.
je disais que la responsabilité de l'auteur réside dans la lecture de son BAT. C'est lui qui décide à la fin de ce qui est publié ou pas. C'est pourquoi c'est l'auteur qui est très souvent attaqué. C'est l'auteur qui est attaqué parce que c'est lui qui valide le bon à tirer. Si vous ne lisez pas votre bon à tirer, on ne blâmera personne d'autre. Et l'éditeur même dira qu'il vous a soumis un bon à tirer. Peu importe la qualité de ce bon à tirer, peu importe sa qualité, il est clair qu'il vous a soumis, il vous l'a soumis et vous avez le devoir de le lire. Si vous ne le lisez pas et vous le renvoyez en disant c'est OK, vous êtes condamnable en cas de mauvaise qualité parce que vous avez donné votre OK pour cette mauvaise qualité. Mais est-ce que vous avez donc les moyens de déceler une qualité qui n'est pas bonne? Vous allez devoir faire recours à des professionnels. Je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre, que la littérature, ça coûte cher en termes de qualité et autre chose, mais ça coûterait moins cher si les auteurs apprenaient à lire. Quand j'ai commencé à donner des ateliers, par exemple, des ateliers de créativité, écriture, lecture, traduction et tout ça, les gens m'ont demandé, mais pourquoi tu donnes autant d'ateliers? Je lui ai dit justement, c'est parce que j'aimerais qu'on arrive à un point où les auteurs n'ont plus à dépenser pour la qualité élémentaire de leur texte. J'aimerais qu'on arrive à un point où les auteurs ne suffocent plus sous des factures très importantes à cause des livres qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à lire, des manuscrits qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à relire. Vous devez être votre premier lecteur. Les ateliers qui sont donnés un peu partout, c'est pour vous aider à ne plus souffrir de ces mauvaises qualités qui vont vous coûter très cher. Vous soumettez un manuscrit. Vous soumettez un manuscrit qui comporte des centaines de fautes. Oui, parce qu'il y a des manuscrits qui comportent des centaines de fautes. Le temps que, et ça, ce ne sont que des fautes. Nous ne parlons pas encore des incohérences ou des autres choses à équilibrer et tout ça. Ce ne sont que des fautes élémentaires, grammaire et orthographe. Donc, si vous soumettez, vous proposez un manuscrit à la relecture, d'abord il est évalué. On va l'évaluer avant de vous dire exactement ce que ça va coûter et le temps que ça peut prendre. C'est ce qui va se passer. Alors, votre texte, vous le proposez et on trouve que pour 100 pages, il a 3 fois plus de fautes. Donc, il a 300 fautes. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez d'un relecteur? Donc, vous devez pouvoir vous-même déjà garantir que le travail ne sera pas étouffant. Vous devez pouvoir garantir vous-même que le travail est en mesure d'être suivi selon les normes de cette édition, cette maison d'édition. Et la maison d'édition doit avoir sa ligne éditoriale. Et dans sa ligne éditoriale, il y a un temps qui doit compter. Donc, il y a le temps. Il y a le temps qui va devoir compter. Là-dedans, sa ligne éditoriale va impliquer le temps. Si le temps n'est pas pris en compte, vous aurez un texte que vous déposez le lundi et le vendredi, l'annonce est déjà partie sur Facebook, vient de paraître. Mais le texte, il a été relu quand? Vous, auteur, est-ce que vous demandez à votre éditeur quand le texte a été relu? Est-ce que vous demandez à votre éditeur si le texte a été relu? Est-ce que vous avez reçu un bon à tirer? Si vous avez reçu un bon à tirer, est-ce que vous êtes assuré que ce n'est pas exactement le manuscrit que vous avez déposé? Vous devez pouvoir faire tout ce travail. Si vous n'avez pas du temps pour l'écriture, ne passez pas à l'édition. Il vous faut du temps. Le temps pour apprécier l'écriture que vous-même vous proposez. Le temps pour apprécier le travail que l'éditeur va proposer. Le temps pour apprécier la qualité de ce qui est sur le point de paraître. Ces auteurs qui disent non, je n'ai pas le temps, je vous fais confiance. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir du temps. Vous ne faites pas confiance à un éditeur. Et je dis peu importe sa renommée. Parce que si jamais vous arrivez sur la scène avec des parties qui ne sont pas de vous,
avec des idées, des pensées qui ne sont pas de vous dans des livres, vous ne pourrez convaincre personne que ce n'est pas votre livre, que ce n'est pas votre écriture. Alors, ayez du temps. La confiance, vous devez la garder pour vous. Lisez votre BAT. Faites en sorte que ce que vous allez approuver, ce que vous allez valider, correspond bien à ce que vous voulez. Ne vous en tenez pas à votre histoire elle est toujours là. Il y a des auteurs qui disent non, ne touchez pas à mon histoire. Il n'est pas question de toucher ou de ne pas toucher à votre histoire. J'ai bien envie de vous dire, comme ça, comme au quartier, votre histoire, on s'en fout. Il n'est pas question de votre histoire, chers auteurs. Il n'est pas question de votre message. Déjà, depuis le temps que la littérature est pratiquée, depuis le temps que les livres sont proposés, il n'y a que des histoires et des messages. Il y a ça qui circule partout. Qu'est-ce que vous apportez à la littérature? Concrètement, quelle qualité proposez-vous aujourd'hui? Nous sommes en 2024. Les livres, on les écrit depuis des siècles. Vous n'êtes pas les premiers à écrire. Les livres sont écrits depuis des siècles et des siècles. Donc, il y a des milliards de livres sur le marché. Ils sont téléchargeables. Apprenez du livre. Apprenez de l'écriture. Lisez. Si vous ne lisez rien, lisez votre BAT. C'est ce que j'aimerais vous dire. Hein. Comme ça, tout simplement. Si vous n'avez rien lu de votre vie, en tant qu'auteur, lisez au moins votre BAT. Parce que l'éditeur sérieux va vous envoyer un BAT. Il vous l'enverra. Et il prendra exactement ce que vous lui demanderez de prendre. Sa responsabilité se limite là. Il ne sera plus un mauvais éditeur. C'est vous qui deviendrez le mauvais auteur. Parce qu'il vous a soumis un BAT. L'éditeur a ses limites. N'allez pas croire que les éditeurs n'en ont pas. Et aujourd'hui, ils en ont de plus en plus. Quand on regarde certains livres, on a envie de dire même qu'ils n'ont que des limites. Beaucoup d'auteurs foncent vers l'auto-édition. Ils soumettent leurs textes chez des professionnels. Ils travaillent avec eux, ils entrent en atelier et ils passent en auto-édition. Voilà quelque chose qui est de plus en plus sollicité aujourd'hui. Pourquoi? Et ce n'est pas seulement le coût de l'édition. Non, parce que même l'auto-édition a un coût. Des livres ne sont pas offerts. Ils doivent être imprimés. L'auto-édition aussi a un coût. Et s'ils préfèrent l'auto-édition, parfois c'est parce que les éditeurs ne sont plus éditeurs que de nom. Ils ne sont plus éditeurs parce qu'il y a édition à côté du nom qu'ils voudront bien donner. Est-ce que les éditeurs lisent eux-mêmes déjà? Est-ce qu'ils garantissent une certaine qualité à l'auteur? Nous nous retrouvons tout le temps dans des comités de critique, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international. Nous recevons pas mal de textes et parfois il y a des gens qui parlent de discrimination. Et on lirait un texte en fonction du nom de son auteur ou de la renommée de son éditeur ou plutôt de certaines consignes qui sont données. Non, les textes à un niveau international, à un niveau, je veux dire, plus grand. Et là, je parle des niveaux sérieux parce que international ne signifie pas plus grand. Non, il y a des choses à l'international qui sont hautement pourries. Nous avons vu des livres qui sont distingués, mais ces livres sont illisibles. Et pas illisibles par la sensibilité de celui qui va lire, mais illisibles parce que déjà, sur le plan orthographe, grammaire, c'est une catastrophe. Donc, ils sont déjà illisibles sur ce plan. Ils disent déjà que l'auteur n'est même pas prêt à l'écriture et que son éditeur l'est encore moins. Et que les critiques qui ont soutenu ce livre le sont encore moins. Oui, ça, international ne veut pas dire que c'est forcément bon. Mais à un certain niveau, nous regardons si l'auteur est déjà prêt pour l'écriture. Est-ce qu'il est prêt déjà? Est-ce que cet auteur, on peut le présenter comme écrivain? Est-ce que son texte mérite de passer? Il n'est pas question d'histoire, de panafricanisme, d'avoir écrit en mettant des termes locaux, d'avoir écrit dans sa langue, en ceci, en défendant. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Loin de là, il n'est pas question de cela. Est-ce qu'on peut prendre votre livre? Je l'ai demandé à un auteur une fois, nous étions au Togo. Il m'a dit, il faut être indulgent. Je lui dis oui, l'indulgence, je veux bien.
Mais je vais poser une question. Est-ce que ton livre, dans l'état où toi et moi, on sait qu'il se trouve, tu peux le donner à tes propres enfants pour qu'ils apprennent de l'écriture par là ou bien de la langue, cette langue qu'ils utilisent? Est-ce que ton livre est une référence? Il faut être indulgent avec eux. Ou alors ce sont les enfants des autres qui doivent subir tous ces mauvais livres. Nous travaillons à faire en sorte que la qualité soit quelque chose universellement acceptable. Et quand on parle de qualité, on ne parle pas du type d'histoire qui se raconte. Donc chacun est libre de raconter ce qu'il veut. Chacun est libre de prendre les actes qu'il veut, à condition que ces actes soient bien portés par cette écriture. L'incohérence, on la trouve partout. Si votre texte est incohérent, on ne va pas regarder si vous êtes pro ou contre tel, ceci ou cela. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. Donc, votre bon à tirer doit être la garantie que vous avez compris les mécanismes de l'écriture, doit être la garantie que vous avez compris le travail qui a été fait jusque-là. C'est une évaluation qu'il vous est permis de faire de vous-même. Nous avons travaillé, disons, pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois sur votre texte. Nous avons travaillé pendant 6 mois sur votre texte. Il y a des auteurs avec lesquels on travaille pendant une année entière. Nous travaillons ainsi sur votre texte. Nous avons fait tout ce travail et voici le résultat. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que sur la base de ce résultat, nous pouvons passer à autre chose? Nous pouvons déjà passer à l'impression. Voilà de quoi il est question quand vous recevez votre BAT. Votre BAT, ce n'est pas juste, c'est pas quelque chose que vous allez présenter au quartier en vous disant non, ben voilà, moi j'ai ma morasse et voilà, voilà, mon livre il est là, il est bon. Non, c'est pour vous. C'est pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante? L'éditeur doit pouvoir vous le faire comprendre. Durant tout le processus de travail, durant tout l'échange que vous aurez avec lui, quant à la qualité de votre livre, il devra vous le faire comprendre. Mais à la base, quand vous allez chez un éditeur, ne lui demandez pas s'il fait un travail de qualité. Bah, évidemment, vous arrivez chez des dames, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir acheter des avocats, j'arrive chez ces dames qui les vendent. Est-ce que vous êtes sûr que vos avocats, ils sont bons? Non, mais attendez, ils sont hyper bons, ça c'est pas ce que les autres font d'habitude et tout le reste là. Et vous arrivez chez vous, ce sont des avocats qu'on a passés au four avant de vous les vendre. Donc c'est indigeste. Et les livres, c'est pareil. Et l'éditeur qui veut faire son commerce va réagir exactement pareil. Il vous dira combien son travail est de qualité, combien il a déjà publié 500 livres, combien il a 300 auteurs à son actif, combien son catalogue est bien fourni, combien ceci, combien va vous faire telle campagne, il va vous présenter à la télé, à la radio et tout ça. Mais est-ce que ça dit la qualité d'un livre? Il vous sera présenté. Parce que vous, les auteurs aussi, vous avez cette soif de passer à la télé, cette soif d'être entendu à la radio et autre chose. Et l'éditeur le sait, il va vous le garantir. Il va vous le présenter dans son contrat. Mais est-ce que ça vous dit la qualité de votre livre? Donc, lisez ce qu'un éditeur publie pour être certain de la qualité de son travail. Est-ce que, tel que vous voyez ces textes, vous êtes rassuré ou alors cela vous inquiète? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Parce que quand vous irez, quand la critique va se saisir de votre travail, et là je parle de la vraie critique, je ne parle pas de vos groupes d'amis. Quand la vraie critique va se saisir de votre travail, c'est vous seul qui serez condamné. C'est vous seul qui serez cloué au pilori. Vous serez les seuls crucifiés et l'éditeur poursuivra son travail tout naturellement. Donc lisez. La première qualité d'un auteur, c'est sa capacité à lire. Est-ce que la langue que vous utilisez, vous êtes capable de l'identifier? L'identifier, c'est l'écrire avec ses accords. Et vous utilisez quels outils pour écrire? Vous posez des questions aussi. Vos dictionnaires, vos manuels d'orthographe. Retournez, lisez les livres de grammaire de vos petits frères, de vos enfants. Il n'y a pas de honte à cela. Révisez vos règles. Parce que c'est la base. En réalité, c'est la base. Ce que vous allez prétendre mener comme combat
parce que vous avez, vous vous êtes dit, non, je mène tel combat. Voici le combat que je suis en train de mener. Votre combat n'est pas au-dessus de la littérature. Et la littérature commence par les mots. La littérature commence par l'agencement de ces mots. La littérature commence par l'accord, l'harmonie de ces mots. C'est par là que ça passe. C'est par là, c'est ce que vous écrivez en premier, c'est ce qu'on voit en premier. Votre combat, on peut même le voir dans 20 ans. Mais ce qu'on voit d'abord, tout de suite là, c'est la qualité première de votre travail. Est-ce qu'on peut déjà proposer votre travail à la lecture? Et la lecture inclut l'épanouissement du lecteur. Est-ce qu'on peut garantir le confort de lecture avec votre texte? D'accord, vous avez écrit quelque chose qui parle des frustrations des enfants dans le ghetto, de comment ceci va se passer, et telle autre chose. Oui, mais est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est lisible? Le bon à tirer est là pour vous permettre de dire oui ou non. Le bon à tirer, c'est cette question qui vous est posée. Est-ce que vous êtes prêt à être édité? Oui ou non? Est-ce que le bon à tirer est prêt? Est-ce que vous pouvez être, est-ce que vous êtes prêt déjà pour votre bon à tirer? Donc voilà toutes les questions et les observations que vous devez avoir en ce qui concerne votre bon à tirer. Lisez-le et lisez-le attentivement. Faites en sorte qu'il soit votre meilleur compagnon pendant toute la durée qui va suivre. Accordez-lui du temps. Si vous n'avez pas de temps pour vous-même, vous n'avez pas votre place pour l'instant en littérature. Vous aurez votre place quand vous aurez du temps. Ces choses ne se font pas à la volée. Ces choses demandent votre implication. Elles demandent que vous soyez concerné. Soyez concerné par ce que vous écrivez. Parce qu'il s'agit de votre texte. Ce n'est pas la faute de quelqu'un si vous avez écrit 500 pages et maintenant vous êtes incapable de relire vos 500 pages quand vous recevez le bon à tirer. En recevant ce bon à tirer, lisez vos 500 pages. Lisez vos 500 pages. C'est vous qui les avez écrites. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, vous devez, si vous voulez que les autres les lisent, vous devez commencer par les lire vous-même. N'attendez pas du lecteur qu'il fasse ce que vous-même vous êtes incapable de faire. Vous plaît, très souvent, vous les auteurs, vos livres, on ne lit pas et vous concluez que les gens ne lisent pas. Non, ils lisent. Mais parce que vous avez démontré vous-même que vous ne lisez pas, pourquoi va-t-on vous lire? Si quand on commence à tourner les premières pages de votre livre, ce qu'on rencontre sont des choses qui sont indigestes, pourquoi on va continuer la lecture? Juste pour le plaisir d'avoir votre message? Non, pas du tout. Votre devoir est de rappeler à l'éditeur son rôle. Et comment vous pouvez le lui rappeler? C'est en indiquant dans votre bon à tirer ce qui marche et ce qui ne marche pas, surtout ce qui ne marche pas. Ce qui marche, bon, ce n'est pas la peine de l'indiquer, mais ce qui ne marche pas, vous allez l'indiquer à votre éditeur. Il est de son devoir de retravailler, d'aller là-dessus. S'il vous dit que cela met trop de temps, que lui, il a déjà beaucoup travaillé là-dessus, c'est tout simplement de sa responsabilité de prendre encore du temps et travailler dessus. Parce qu'il aurait pu rejeter le texte et vous donner les raisons pour lesquelles il le rejette. S'il accepte de l'éditer, alors il doit accepter de retravailler tous les jours s'il le faut, pendant 2 ans s'il le faut, parce que c'est lui qui a accepté ce texte. On n'accepte pas un texte juste parce que l'auteur il a présenté l'argent, il a les moyens de payer. On accepte un texte parce qu'il est prêt, parce que l'auteur a présenté au moins, si je m'en tiens à Stephen King, je vais me dire que l'auteur a présenté 90% de potentiel pour être édité. Mais je vais dire, parce que l'auteur aura présenté au moins 75%. Et l'éditeur va l'accompagner. Il ne va pas faire les 25% restants. Il ne va pas faire les 25% restants. Il ne va pas faire les 25% restants. Il va faire un accompagnement sur les 25% restants. Il va aider l'auteur à retrouver les 25% qui manquent à son texte pour faire les 100%. 100% ne veut pas dire que le texte il est parfait.
100%, ça veut dire que le texte, il est prêt. La perfection, en réalité, chaque produit est parfait là où il se trouve. C'est pourquoi il est sur le marché. Parfait, ce n'est pas la perfection à l'échelle divine, parce que quand on parle, on dit parfait, on pense toujours à Dieu. Non, quand on dit parfait, ok, c'est parfait, parfait, on le dit couramment, parfait, on peut y aller. C'est parfait, on peut y aller. Le bon à tirer, vous dites c'est parfait, on peut imprimer. Donc voilà cette perfection. Donc cet outil, quand je tiens un livre, comme celui-ci, par exemple là, je le tiens, il est parfait là où il se trouve. Là où se trouve, il est parfait parce qu'on l'a au niveau de l'éditeur, c'est bon, on le met sur le marché. Et quand il arrive sur le marché, on va se dire, ok, bon, voilà, il y a telle chose qui aurait pu être refaite, il y a ceci. L'imperfection ne dit pas mauvaise qualité. Donc, il ne faut surtout pas les mélanger. Imperfection et mauvaise qualité, ça va pas, c'est pas la même chose. Il peut y avoir des insuffisances et tout autre. Mais le téléphone que vous utilisez, il est parfait parce que tel qu'il a été conçu, il remplit ses fonctions. Donc voilà, c'est parfait, on peut y aller. Et quel est le degré de qualité de ce que vous allez proposer maintenant? Pour certains, on n'accepte pas un manuscrit à moins de 90% de qualité, de bonne qualité. Ben, aujourd'hui, on prend même des manuscrits à 5% de bonne qualité uniquement. Et quand l'auteur qui est accepté à 5% reçoit son BAT, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Il va considérer que s'il a été accepté, c'est parce qu'il est bon. Alors s'il reçoit un bon à tirer, c'est parce qu'il est prêt à être édité, exactement à être publié, et il va y aller ainsi. Lire. Lire, c'est la seule chose qu'on peut recommander. Lire, apprendre à lire, pas parcourir les divers mots qui ont été écrits, mais intégrer ces mots, aller au cœur de ces mots, se disposer à ces mots en comprenant évidemment que l'écriture, elle se prépare. Ce n'est pas une question d'inspiration. Vous dites non, j'ai été inspiré quand même, je suis inspiré, je peux. Non, c'est l'écriture. Cela n'a rien à voir avec vos diplômes. Et je le dis très souvent, les diplômes n'ont jamais écrit un bon livre. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé de littérature que vous allez écrire un bon livre, que vous allez corriger de façon efficace un livre. Non, ce n'est pas ça. Et que vous allez produire une véritable critique d'un livre. Donc, il faut lire. Tout passe par la lecture. Ce n'est pas une théorie. Votre bon à tirer, quand vous le recevez, ce n'est pas une théorie d'écriture. Et vous n'allez pas y pratiquer une théorie de lecture. Vous n'allez pas faire des lectures transversales, orthogonales, diagonales, tout ce qu'on peut inventer pour ne pas lire. Oubliez toutes ces petites, permettez-moi le mot, conneries qui sont inventées, qui sont transmises. Tout ça parce qu'on a la paresse de lire. On est incapable de lire correctement. Alors, on va mettre tous les qualificatifs transversaux pour pouvoir prétendre à certaines lectures. Il faut lire. Lire chaque mot. Parce que chaque mot en littérature compte. Chaque mot de votre BAT compte. Il faut en lire chaque mot. Vous assurez déjà que ce sont vos mots ou ce sont les mots que vous avez décidé d'accepter. Il faut lire pour garantir au lecteur que moi je suis, que ce texte, il est de vous. Il faut lire pour me garantir un confort de lecture. Et le confort de lecture me dira quoi? Les petites règles, les petits accords que l'on m'a enseignés au cours élémentaire 1, ils sont respectés. Cela veut dire que je peux prendre votre livre, aller faire un café littéraire dans une école primaire. C'est ce que cela signifie. Que je peux aller dans une école primaire. Vous qui avez, si vous écrivez par exemple sur la guerre en Ukraine, ou bien, je sais pas, la guerre d'ici, je sais là, ou bien une question de genre ou tout autre, et que votre livre, je dois l'amener en café littéraire, qu'est-ce que vous croyez que les enfants vont relever en premier? Nous sommes arrivés à des endroits où il y a des enfants à qui on a proposé un échantillon de lecture et qui disaient ça, ce n'est pas ce qu'on nous a dit à l'école. Ils ne veulent pas, votre histoire ne va pas les intéresser, mais quand ils vont tomber sur un petit mot, on dit non, mais on nous a dit que quand deux verbes, c'est celui-ci le premier est conjugué, le deuxième c'est mal infinitif.
Mais ils voient que vous faites suivre les verbes à la volée, n'importe comment. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces enfants retiennent de la littérature? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils apprennent de la littérature? Si vous leur proposez des choses comme celle-là. Les lectures ne sont pas réservées à une élite. Et encore que l'élite ne va pas tolérer un certain niveau de qualité. Les enfants, il faut les initier à la lecture. Et pour les initier à la lecture, il faut leur donner des livres qui vont leur permettre de réviser et de comprendre que ce qu'on leur dit, voilà comment ça se pratique. D'accord, je prends cette question de Marcelin et Mac. Comme Jean-Pierre Noël Batum, il est auteur lui aussi. Qu'est-ce qui explique cette facilité à être édité pour tout le monde aujourd'hui, contrairement à l'époque de nos parents où il fallait avoir un niveau littéraire relevé et un talent littéraire certain pour voir son livre publié? Oui, ça c'est une très bonne question, justement, parce que quand on regarde aujourd'hui, on compte même des auteurs. Je n'ai presque plus rencontré des auteurs rejetés. Tout le monde est édité, tout le monde a un livre. Chacun qui a une idée d'écriture a un livre le lendemain. C'est le contexte littéraire actuel. Et on dit qu'il y a un foisonnement, il y a cette grande dynamique, on est en pleine émergence, il y a bien une effervescence autour de l'écriture. Dans Question littéraire de Timba Bema sur Instagram, il m'a demandé si cela traduit une nouvelle puissance de l'écriture, cette jeunesse, tout ce monde qui est en train d'écrire, c'est qui paraissent. Je dis oui, on a sur 100 livres publiés, est-ce qu'on a seulement 2 livres qui peuvent être transmis? Voilà la question qu'il faut se poser. Le nombre, ce n'est pas le plus important. Est-ce que c'est un nombre qui est prêt à relever le défi de l'écriture? Est-ce que ce nombre est prêt au combat? C'est exactement comme si on vous dit il y a guerre, bien on arrive au quartier, on donne une arme à chacun. On dit ok, chacun va devoir, vous allez devoir protéger votre quartier. Mais les gars, ils ne savent même pas déjà comment activer. Les armées ne savent pas déjà comment armer. Ils peuvent tirer alors que le cran de sûreté est toujours là. Mais il faut monter le cran de sûreté. Voici comment il faut apprendre à viser. Il faut apprendre. Vous pouvez mettre alors, comment on va gagner une guerre, une bataille, si déjà on ne sait pas utiliser les outils qui sont là. Donc le nombre de personnes qui écrivent des livres, le nombre de personnes qui publient n'est pas le plus important. Ça ne traduit pas une puissance. Ça ne traduit aucune puissance. C'est juste un plus grand nombre de personnes à éliminer. Ce qu'il faut à ce moment, ce qui est derrière cette question de Marcelin et Mac, c'est qui peut être éditeur aujourd'hui? Oui, Marcelin, à un certain moment, c'était difficile d'être publié parce qu'on rejetait des auteurs. Et il fallait travailler pour atteindre un certain espace. Mais maintenant, surtout avec les réseaux sociaux qui permettent un certain nombre de choses, chacun devient éditeur dans son téléphone. Chacun a un livre. Chacun connaît un imprimeur. Chacun peut facilement aller à côté, prendre une facture, se creuser ou pas pour payer cette facture, pour régler cette facture et avoir un livre. Et quand le livre il est là, il y a des auteurs qui ont des stocks chez eux. Finalement, ils vont donner ça peut-être à la marchande de beignets ou de poissons ou de petits poissons au coin de la rue. Parce que les pages ne sont pas utiles et utilisables en littérature. Il faut apprendre. Tout s'apprend. Vous voulez être éditeur, qu'est-ce qu'il faut pour être éditeur? Et ce n'est pas une question de moyens. Il y en a qui ont de l'argent, qui mettent un dispositif d'édition tel que vous les trouvez crédibles tout de suite. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça coûte d'être éditeur? Est-ce qu'ils savent déjà ce qu'est un livre? Qu'on soit auteur, qu'on soit éditeur, est-ce qu'on sait ce qu'est un livre? Il faut qu'on sache ce qu'est un livre. Si on ne sait pas ce qu'est un livre, on va mettre tout et n'importe quoi sur le marché, juste parce qu'on a les moyens de le mettre sur le marché. Qu'on soit éditeur ou auteur. Maintenant, c'est une question de est-ce que je peux payer? Est-ce que je peux produire? C'est là que les questions, malheureusement, maintenant. J'ai rencontré quelqu'un une fois qui me disait s'occuper un peu d'une certaine réglementation dans un certain sens, quant à qui était éditeur, qui ne l'était pas et tout autre.
Et je demande à la personne, qu'est-ce que cela garantit? Parce que dans la liste qui m'avait été montrée, je n'ai vu que de jeunes auteurs, de jeunes éditeurs mis à un certain banc et de vieux éditeurs conservés comme éditeurs crédibles. Et dans ces vieux éditeurs, la qualité n'est pas toujours garantie. Chez ces jeunes éditeurs, il y a une certaine qualité qui est garantie. Alors, qu'est-ce qu'on va promouvoir à la fin? D'où maintenant la place, le rôle de l'institution quand il faut parler de livres. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui rentrent au programme scolaire, par exemple. Donc, l'auteur, votre BAT, c'est lui qui va arriver au programme scolaire. Si d'aventure vous arrivez au programme scolaire, parce que c'est aussi devenu la course au programme scolaire. Qu'est-ce que les enfants liront? Des parents se plaignent de plus en plus. Et j'en fais partie. De la mauvaise qualité des livres qui sont qu'on nous fait acheter. Mais comment on en arrive là? On passe par le bon à tirer. Malheureusement, dans certains cas, il n'y a même pas de bon à tirer. On s'empresse de sortir quelque chose et voilà, c'est parti. L'auteur est responsable. C'est l'auteur que la critique va frapper. C'est l'auteur que la critique va condamner. C'est l'auteur qui va se retrouver en prison pour telle ou telle position, pour telle ou telle autre chose. Encore, bon, là, ça c'est des questions de liberté, d'expression ou autre. Ça, c'est différent. Mais l'éditeur a le devoir de renseigner l'auteur sur tout ce qui concerne le livre. Pas juste ce petit papier, ce petit assemblage de papier qu'on va mettre sur le marché. Mais le livre, c'est toute une vie. Est-ce que l'auteur est au courant de cette vie? Cette vie passe justement par le traitement de son BAT. Est-ce qu'il a compris ce qu'il attend de l'autre côté quand il a reçu un BAT? Est-ce qu'il a compris que le BAT, c'est sa responsabilité à lui et non celle de l'éditeur? Parce qu'une fois qu'il aura dit OK, l'éditeur va imprimer. Tant qu'il dit c'est pas OK, rien n'est imprimé, rien n'est publié. Il faut donc s'assurer que le BAT répond à nos attentes. Oui, Jean-Pierre, ça coûte et ça va continuer de coûter tant que les auteurs vont aveuglément foncer chez les éditeurs, aveuglément valider les bons à tirer et ouvrir les yeux uniquement quand le livre il est déjà massacré. Malheureusement, ça coûtera toujours cher. Certains croient qu'on donne des ateliers parce que on veut régler des factures, on veut faire ceci, on veut faire cela. Tout cela en fait partie. Mais la raison pour laquelle on donne des ateliers, la raison pour laquelle les ateliers se multiplient, c'est justement pour réduire le lot de frustration qu'un auteur va recevoir une fois que son livre est publié. C'est justement pour cela. Parce que voici ce qui va se passer avec vous. Quand vous avez eu votre bon à tirer, vous avez validé, votre livre est publié, et voilà l'auteur, l'éditeur, votre éditeur va passer à quelqu'un d'autre. Vous ne comptez plus pour lui. Il passe à quelqu'un d'autre. Et c'est son boulot. C'est pas mauvais de passer à quelqu'un d'autre. C'est son boulot de passer à un autre auteur. C'est son boulot. Alors, si vous avez des choses qu'il faut changer, des choses qu'il faut corriger, il va falloir ajuster ceci, vous allez faire un autre travail qui, lui, ne le concerne pas. Il va attendre que vous lui proposiez une nouvelle version de votre texte et voir maintenant s'il a du temps pour monter à nouveau, faire ci, ajuster là et telle autre chose. Il y a beaucoup à faire. Mais il faut commencer par lire. Parce qu'il y aura toujours beaucoup à faire. Donc, il faut lire. Il faut lire. On ne le répétera jamais assez. Seule la lecture vous garantira des livres de qualité. Ce n'est pas d'avoir lu 100 livres, 1000 livres, 2000 livres, 3000 livres. Et vous allez dire, oui, moi j'ai lu énormément de livres. Mais qu'est-ce que vous faites de vos lectures? Qu'est-ce que vous faites de vos lectures? Vos lectures vous permettent d'évaluer les éditeurs. Voilà ce que vous devez faire de vos lectures. Vous aspirez à être édité. Et vous mettez à lire. Vous allez lire partout. Oui, vous pouvez lire du Gallimard, du Seuil, du Grasset et tout ça. Vous pouvez les lire. Du HarperCollins, vous pouvez lire tout ce monde-là. Parce que ces maisons d'édition garantissent
à la lecture un certain confort. Et le regard de l'auteur prend une autre dimension quand le confort de lecture est assuré. Oui. Mais si vous voulez être édité, là c'est pour votre écriture, pour parfaire votre écriture, pour l'améliorer, pour apprendre à exprimer votre propre regard. Oui, voilà, et ça, il y a des méthodes de lecture. Vous ferez sur des ateliers de lecture, il y a des façons de lire pour développer votre propre regard, pas pour aller copier le regard de Victor Hugo et de Houellebecq ou autre chose. Non, pas aller copier le regard des auteurs, de vos auteurs préférés, mais pour développer votre propre regard. Voilà pourquoi vous lisez. Mais quand vous lisez, et ça, voilà pourquoi vous lisez pour écrire. Mais lire pour être édité, c'est aller lire les éditeurs que vous visez. Il faut les lire. Quand vous allez les lire, vous allez réaliser le type de travail qu'ils font. Ça va commencer par la couverture, ça va rentrer dans le contenu. Vous allez voir quel type de travail ils font. Ne leur demandez pas s'ils sont sérieux quand ils travaillent. Non, ils vous diront tous qu'ils sont sérieux. Ne leur posez pas la question. Il y a des livres qui sont publiés et le livre est le reflet de l'éditeur. Parce que c'est lui qui l'a mis sur le marché. Donc, c'est son niveau de travail. Et il y a des personnes qui disent non, non, ça c'est même pas vraiment mon niveau. Et des auteurs qui vont vous dire non, c'est pas véritablement ça, ça c'était pas la vraie version même de mon travail. Non, tout livre qui est publié est la vraie version du travail de cet éditeur et de cet auteur. C'est votre vraie version, c'est pas la version de quelqu'un d'autre. C'est votre livre parce que vous avez reçu un bon à tirer que vous avez validé. Et quand vous le validez, vous dites au public, voici mon meilleur niveau à ce moment. Donc, quand nous validons des travaux, nous disons au lectorat, voici le meilleur niveau que nous vous proposons. Il n'y a pas autre chose. N'allez pas dire après que non, ce n'est pas vraiment mon niveau. Non, c'est votre niveau parce que vous avez accepté que ce livre aille sur le marché. Donc, lisez votre BAT pour ne pas avoir à prétendre autre chose après. Lisez votre BAT. Assurez-vous que votre niveau a été disposé au standard de la lecture. Et c'est facile de le savoir. Donc, vous allez lire votre BAT et vous allez voir si déjà le travail que vous avez fait à la base, ce que vous avez proposé, a été amélioré. Le relecteur qui voudra vous imposer ces choses, l'éditeur qui vient imposer des choses, vous le quittez tout simplement. S'il ne peut pas accepter, déjà, il ne vous accepte pas en prévoyant de changer des choses dans votre texte, parce que ce n'est pas son texte, c'est le vôtre. S'il vient à changer des choses, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment compétent pour être éditeur. Il n'est pas suffisamment compétent, pourquoi? Parce qu'il devrait, quand vous lui soumettez votre manuscrit, reconnaître qu'il y a des choses qui ne passent pas, qui ne cadrent pas avec lui et donc avec sa ligne éditoriale et mettre ça de côté. Il ne va pas imposer sa ligne éditoriale à votre écriture. Tout au plus, ce qu'il fait, c'est imposer votre écriture à sa ligne éditoriale. Mais dans l'autre sens, il ne doit pas le faire parce que c'est votre livre, ce n'est pas le sien. Donc voilà, en gros, ce qui concerne le BAT. Nous avons tenu à faire cette communication ouverte pour clôturer cette année en espérant que 2025 nous fera voir sur le marché des livres d'une autre qualité. Nous fera voir des auteurs qui sont disposés à l'écriture, plus des personnes qui sont juste disposées à la dédicace. On va bien s'habiller, on va ramener des fleurs, on va préparer comme pour un baptême, pour un mariage, on va faire de la nourriture, il y aura des choses partout et on aura dépensé plus pour la nourriture que pour la qualité du livre. C'est hallucinant tout de même. Oui, Jean-Pierre, on dit que ça coûte cher, mais quand vous allez à des dédicaces, vous voyez la qualité du livre qui est à revoir, vous voyez ce qu'on a prévu pour les invités, vous vous posez des questions tout de même. Si une relecture va coûter 100 000 francs CFA, elle n'est pas faite, on trouve qu'elle coûte cher, et à une dédicace, on a un buffet qui coûte 200, 300 000, 400 000, ben alors vous vous posez des questions. Pourquoi est-on là? Qu'est-ce qu'on fait là concrètement? Pourquoi on est arrivé?
pourquoi on a écrit ce livre? Qu'est-ce qu'on met sur le marché? Est-ce que l'importance de ce livre ou tout simplement d'être de l'autre côté de l'écran, par exemple? Donc, il faut voir. Le livre, il est important. La littérature, c'est notre vie, c'est notre passion. C'est ce qui nous tient. Et nous voulons voir sur le marché des choses qui permettent à cette littérature de grandir. Il est passé le temps où on se battait autour des adjectifs. Littérature africaine, négro-africaine, sahélienne, subsaharienne, littérature de l'Ouest, littérature bamileke, littérature douala al-Bassa, littérature berbère, littérature... Nous, on a passé le temps où on se battait autour des qualificatifs. Et on s'est énormément trompé, on a perdu beaucoup de temps à se battre autour des choses qui ne comptaient pas. Parce que ces choses en réalité n'existent pas. Ce qui existe, c'est le livre. Ce qui existe, c'est la qualité du livre. Et c'est sur la qualité du livre qu'on doit désormais passer le plus de temps. Pas sur une race que pourrait avoir la littérature. Pas sur un genre que pourrait avoir la littérature. Non, mais sur la qualité. C'est sur le contenu qu'on devrait désormais travailler quand on parle de littérature. C'est sur le contenu qu'on doit travailler, pas sur autre chose. Pas sur les délimitations géographiques. Pas sur toutes ces choses qui vont arriver. Vous arrivez à un festival, ici on vous dit ça c'est le bloc africain, on ne refuse pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ça qui dit si c'est de qualité ou pas. Parce qu'en réalité, le vrai travail du livre, ce qui va faire son importance, se situe ailleurs. Ça ne se situe pas dans le cercle. C'est bien en dehors, c'est plus grand qu'une petite idéologie. C'est plus vaste que ce qu'on peut appeler identité, tout simplement. Sinon, on va arriver à ce qu'on appelle la littérature individuelle. À qualifier tout le temps, on arrive à cette littérature individuelle. Et ça ne nous dit pas la qualité du livre. Ce qui nous dit la qualité du livre, c'est voilà, le bon à tirer, il est donné. On le travaille, on est prêt à passer à autre chose. C'est là que la qualité se travaille. Et quel est l'accent qu'on met là-dessus? Quel est l'accent qu'on met sur le travail des auteurs? Quel est l'accent qu'on va mettre sur la qualité même déjà de l'éditeur? Est-ce qu'on est prêt à être éditeur ou alors on a découvert un comptoir qui rapporte un peu d'argent, donc on va investir ces fonds là-dessus et espérer publier à la chaîne, prendre l'argent des auteurs et voilà, et publier au tiers de tout ce qu'on reçoit. On reçoit 300 000, on publie à 100 000, on reçoit 500 000, on publie à 150 000 par exemple. Donc est-ce que c'est ça? C'est à ça qu'on va réduire la littérature. Donc, la phase vitale, capitale, c'est celle du bon à tirer. Parce que tous les conflits peuvent arriver durant le processus d'édition. Mais quand on atteint le bon à tirer, c'est l'endroit qui unit l'auteur et l'éditeur. C'est l'endroit qui les réunit. Là, ils ont travaillé ensemble. Parce que quand le manuscrit arrive, c'est le travail de l'auteur. La phase de relecture, c'est le travail de l'éditeur. Le bon à tirer, c'est le point commun entre les deux. C'est là qu'on retrouve la touche de chacun. C'est là qu'on voit c'est dans le bon à tirer que les deux se retrouvent et c'est la pièce commune. C'est cette pièce où tout le monde se retrouve. Notre bonne salle de convivialité, c'est le bon à tirer. Alors, comment on traite le bon à tirer? Comment on s'y met? Et l'éditeur va attendre que l'auteur approuve. Ok, et il y a cette question qui est posée sur WhatsApp. Il y a des gens qui nous suivent un peu dans ce sens-là aussi. Comment l'auteur peut-il se faire confiance et accepter le BAT? Déjà, est-ce que l'auteur fait partie de ces auteurs-là qui, après avoir écrit leur première phrase, se prennent pour des génies? Se faire confiance déjà. Ce n'est pas se tenir devant le miroir, flatter son ego en se trouvant, oui, bah, moi j'ai produit quelque chose. Parce qu'il y a des auteurs qui vous disent, déjà à la phase de manuscrit, je viens de terminer un chef-d'œuvre, j'aimerais que vous me le lisiez. Mais quand il est convaincu d'avoir terminé un chef-d'œuvre, bah, qu'est-ce qu'on fait encore? Bah, qu'est-ce qu'on fait encore à ce stade-là? Il est convaincu que c'est un chef-d'œuvre qu'il est en train de proposer à l'édition. Se faire confiance n'est pas surdimensionner son ego. Déjà, il faut apprendre à écrire. Il faut se rassurer. Il faut s'assurer que ce que l'on est en train de faire rejoint même déjà les principes élémentaires de l'écriture.
Est-ce qu'on ne prend pas un féminin pour un masculin sans raison? Est-ce qu'on ne fait pas ceci pour cela? Est-ce que tel accord, il n'est pas bien placé? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc, déjà, cette confiance doit commencer là. Est-ce que l'écriture, elle, peut nous faire confiance? Est-ce que j'ai le niveau pour recevoir la confiance de l'écriture? L'auteur se fait confiance. J'aime dire que tous les auteurs se font confiance. Quand ils ont écrit, quand ils ont proposé quelque chose, ils se font tous confiance. Mais est-ce que l'écriture, elle peut leur faire confiance? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'ils ont suffisamment, est-ce qu'ils sont prêts pour l'écriture? Est-ce qu'ils sont prêts déjà? Le BAT, quand vient la phase de l'accepter ou de le rejeter, très peu d'auteurs rejettent des BAT. Quand ça vient de l'éditeur et c'est labellisé bon à tirer, ils ne voient pas trop pourquoi ils vont y aller. Ils ne voient pas pourquoi ils vont le relire. D'abord qu'ils vont trouver que ce relire, c'est ennuyeux, c'est pénible. Donc, pour se faire confiance, il faut commencer par se disposer à la confiance de l'écriture. Et la confiance de l'écriture se trouve entre les mains du lecteur. Ça se trouve au niveau de la lecture. Il faut lire. Allez lire les autres. Allez lire pour apprendre. Allez lire pour comprendre. Allez lire pour pratiquer. Pas pour copier. C'est bien trop facile de copier. Il faut se disposer à la confiance des autres. Est-ce que les autres peuvent nous faire confiance? C'est la question que l'auteur doit se poser en premier. Est-ce que le lectorat que je vise peut me faire confiance? Est-ce que ce lectorat, parce que cette confiance va demander que ces personnes investissent, qu'ils prennent de leur argent pour acheter votre livre, qu'ils prennent de leur temps pour le lire, qu'ils prennent de leur énergie pour le diffuser. Est-ce que vous méritez leur confiance? Est-ce que l'auteur mérite cette confiance-là? C'est la question qu'il doit se poser. Qu'il ne cherche pas à se faire confiance. Parce que de toute façon, il se fait déjà confiance. Hein. Mais est-ce que lui, il mérite la confiance des autres? Est-ce qu'il mérite qu'on achète son livre? Parce que quand le BAT arrivera, le BAT va déterminer comment, ce qui va l'attendre. C'est ça. Il doit lire son BAT. Le tout n'est pas, il ne faut pas juste l'accepter. Et un BAT n'est pas fait pour être accepté. Donc, quand vous recevez le BAT, c'est une question qui vous est posée. Est-ce que vous pensez qu'on peut publier votre texte comme ceci? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que vous pensez qu'on peut le publier comme ceci? Voilà. Et à partir de cet instant, si vous dites oui, ce sera publié ainsi. Si vous dites non, ben, l'éditeur doit comprendre pourquoi vous dites non et travailler avec vous de telle sorte que vous puissiez arriver à un autre état, à une autre réponse, parce que au bout du compte, il voudra bien publier votre livre. Bien, autre question, normalement, le BAT ne devrait pas exister. À quoi servent les éditeurs si nous devons faire la police pour que le livre paraisse en bon état? Le BAT doit exister. Le BAT, l'éditeur sérieux ne peut pas faire sans un BAT. Il ne peut pas tout simplement décider de publier votre travail parce qu'il a corrigé et il le publie. Donc, ce n'est pas son travail à lui. Ce n'est pas son travail, c'est le vôtre. Quand il vous soumet le BAT, c'est pour vous dire, voici votre travail à ce stade. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il soit publié? Il y a des vérifications à toutes les échelles. Je prends le simple cas du travail. Vous voyez les échelles. Ce n'est pas une opération faite ici et directement, la direction l'a validée. Il y a plusieurs classes par lesquelles, catégories par lesquelles vous devez passer avant d'obtenir une signature. Parce que quand, je vais prendre comme ça par exemple, quand en fin de journée, un chef d'une certaine agence va recevoir des documents à signer, ce qui est dans le document va lui dire, déjà il a la procédure en tête. Il y a une procédure pour arriver à son niveau. Donc, si c'est arrivé à son niveau, ça veut dire que c'est passé par toutes les étapes nécessaires. Et s'il signe, c'est la confiance qu'il peut signer les yeux fermés.
Mais pourquoi il doit lire chaque document? Parce qu'il y a des choses qui peuvent échapper à certaines personnes. Donc, il doit s'assurer que toutes les étapes ont été respectées avant de signer. C'est ça la fonction du BAT. Le BAT doit exister parce que c'est lui qui va dire que toutes les étapes ont été respectées. C'est quand vous lisez le BAT que vous vous dites, ok, d'accord, on a fait ceci, on a changé cela, la correction qui a été proposée ici, ok, là, voici telle autre chose. C'est ainsi que ça se fait. C'est pourquoi le BAT est là. Et le BAT doit exister. Justement, il y a l'autre personne qui dit qu'elle ne savait même pas que le bon à tirer existait. Pourtant, elle a 3 livres chez le même éditeur. Elle n'a jamais reçu de bon à tirer. Donc, comment pouvez-vous être certain que ce qui se retrouve à se balader partout là, c'est de vous? Comment pouvez-vous être certain que c'est cette qualité-là que vous avez sollicité quand vous êtes allé vers cet éditeur? Vous devez recevoir des bons à tirer. Vous devez les avoir. Il n'est tout simplement pas possible d'avoir un livre qui va être publié sans votre signature. Et le bon à tirer, c'est ce dernier document. Vous êtes le patron de cette grande entreprise qu'on appelle votre livre. Et c'est la dernière signature vous revient. Si vous signez sans avoir vérifié, vous risquez. Vous avez déjà vu ces chefs d'entreprise qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont signé des documents qui n'ont pas. Ils avaient confiance en leurs employés, en leurs collègues, en leurs collaborateurs. Ils leur ont fait confiance. Ils se sont dit, OK, si c'est passé par telle personne, ce n'est même plus la peine de lire. Donc, je sais que cette personne est compétente, je signe. Non, même si vous savez que cette personne est compétente, vous lisez avant de signer. Et le BAT fonctionne pareil. Vous, votre prison, c'est que votre livre, il se retrouve massacré partout et personne ne veut l'acheter. Les autres, ils vont derrière les barreaux, ils vont passer 10 ans et autre chose pour des documents qu'ils ont signés sans avoir lu. On ne fait pas cette confiance. Cette confiance, ça n'existe pas. C'est cette confiance qui ne doit pas exister. Le bon à tirer, lui, doit être là et on doit le lire. Cette confiance-là, vous l'oubliez. Cette confiance, vous l'oubliez. Cette confiance-là, vous l'oubliez tout simplement. Oubliez que vous faites confiance à l'éditeur. Oubliez ça. Lisez le bon à tirer. C'est la seule confiance que vous pouvez lui faire. C'est de lire son bon à tirer. Vous ne croyez qu'au bon à tirer, pas au nom de l'éditeur. Croyez au bon à tirer, pas à son nom. Parce que son nom, sa renommée, sa réputation peut être juste fondée sur sa capacité à régler de grosses factures, à organiser de grandioses événements. Son nom peut être uniquement basé là-dessus, pas sur la qualité de ses textes. Donc, lisez les bons à tirer et exigez de les recevoir. N'acceptez pas que votre livre soit publié si vous ne pouvez même pas lire ce qui va précéder cette impression. Ok, et l'auteur, Madame Abouzovi, nous avons travaillé avec elle il y a quelques jours et elle était là face à nos auteurs, justement à la Maison des Savoirs, avec des jeunes critiques. Alors elle dit que l'éditeur avait refusé d'écouter sa contestation et il a sorti le livre. Oui, ça arrive. Un éditeur qui ne vous écoute pas ne mérite pas de publier votre livre. Et vous ne devez même pas rester avec. Vous devez pas rester là. Le compte d'auteur, c'est quelque chose qui devrait, normalement, garantir un meilleur travail. Pourquoi je dis que ça devrait garantir un meilleur travail? Parce que l'auteur paye pour tous les services, notamment celui de relecture. Il est inadmissible que l'on paye pour la relecture et que la relecture ne soit pas faite. Il est inadmissible qu'on paye pour cela et qu'elle ne soit pas faite. Beaucoup d'auteurs ne réalisent la mauvaise qualité de leur livre que lorsqu'ils sont sur le marché. Ils ne réalisent que cela, ils réalisent tout simplement que l'éditeur n'a pas fait son travail quand le livre est déjà sur le marché. C'est pourquoi le bon à tirer, vous devez l'exiger. S'il ne vous est pas donné, vous l'exigez. Et vous n'acceptez aucune publication de votre livre si vous ne savez même pas déjà ce qui va être publié. Vous ne l'acceptez pas. C'est pas de la dictature, c'est pas de la tyrannie. C'est vous qui avez investi. Là, nous sommes dans le compte d'auteur. Et même dans le compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui investit, mais vous avez le droit d'avoir un bon à tirer. Vous devez recevoir le bon
attirer. Si vous ne l'avez pas, alors posez-vous des questions sur la qualité de cet éditeur. Demandez-vous ce qu'il veut vraiment de vous, à part votre argent, bien sûr. Donc, un bon attiré, il se lit. Il se lit parce que c'est lui qui garantit votre futur en littérature. C'est lui qui garantit le type de nom qu'on va vous donner. Votre éditeur, même s'il est mauvais, aura toujours des auteurs. Il va toujours réussir à convaincre des auteurs. Mais vous convainquez pas les lecteurs. Les lecteurs ne seront pas avec vous. Ils ne seront pas convaincus. Ils vont mettre votre texte de côté et vous irez conclure que les gens ne lisent pas. Non, ils lisent. Mais demandez-vous ce qu'ils lisent. Ils ne sont pas ces poubelles dans lesquelles ne sont pas des décharges. Ils ne demandent qu'à lire des choses qui vont leur permettre de grandir. Ils ne demandent qu'à lire des choses qui vont leur permettre de croire en la littérature. Donc, quand vous travaillez, est-ce que vous êtes prêt déjà? Est-ce que vous êtes disposé à votre écriture? Est-ce que vous êtes mis dans les conditions requises pour pouvoir écrire? Et les conditions ne veulent pas dire prendre un congé, vous aménager un coin tranquille. Non, non, vous pouvez écrire en plein marché et produire un bon texte. Les conditions, c'est est-ce que vous comprenez l'enjeu d'un livre? Est-ce que vous comprenez ce que l'écriture représente? Est-ce que vous comprenez que s'il n'y a pas de règles dans la disposition d'une histoire, il y a des règles dans l'écriture de cette histoire. Est-ce que vous comprenez tout cela? Est-ce que vous comprenez que tout ce qu'on apprend de façon élémentaire vient dans les livres? Ça s'applique. C'est le moment pour vous de démontrer. Parce que vous utilisez une langue. Ce n'est pas la peine de dire ce n'est pas notre langue. Non, ce n'est pas en 2024 qu'on viendra dire que le français n'est pas notre langue. Non, ce n'est pas en 2024 qu'on viendra le dire. On l'utilise, ce français. On l'écrit, ce français. Même les personnes qui contestent le plus durement ce français écrivent, s'expriment, communiquent, partagent, font leur livre dans ce même français. Et se battent pour bien l'écrire. J'ai rencontré lors d'une conférence, il y a quelques années, un professeur de littérature, professeur d'université, qui encourageait des enfants de 4e à écrire dans leur langue plutôt qu'en français. Je n'ai pas trouvé ça mauvais. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais c'est quand il leur dit, ce n'est même pas votre langue. Donc quand vous faites des fautes, ce n'est pas grave parce que ce n'est même pas votre langue. Alors je me dis, ce professeur est éditeur lui-même. Il n'édite aucun livre. Il ne publie aucun livre en langue. Tous les livres chez lui sont édités, publiés en français. Et c'est lui qui dit à ses enfants que ce n'est pas grave s'ils font des fautes parce que ce n'est pas leur langue. Non, mais est-ce qu'on est conscient du mal qu'on fait à ce qui nous entoure? Est-ce qu'on est conscient du retardement qu'on va provoquer à chaque fois qu'on tient un certain discours parce qu'on a l'air crédible, parce qu'on a des diplômes qui disent qu'on peut être crédible, parce qu'on a une stature, une position sociale qui dit qu'on peut être écouté? Est-ce qu'on se rend compte du mal qu'on fait concrètement? Et tout ça, c'est pour esquiver les questions de lecture de bon à tirer. On va dire non, non, ne t'attarde pas là-dessus, c'est pas si important que ça. C'est vital. C'est pas une question d'importance, c'est une question de vie. C'est vital. Exigez vos bons à tirer. Lisez-les. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se trouve à l'intérieur, je vous ai dit au départ, la majorité de nos éditeurs utilisent des logiciels d'évaluation, des logiciels de montage qui sont en version d'évaluation. Ce n'est pas des versions premium. Ou alors, à un temps, ils ont utilisé des versions premium qui sont passées de mode. Donc, il faut renouveler la licence et la licence n'a pas été renouvelée. Donc, ça devient une version caduque. Alors, quand la version devient caduque, elle commence à produire ces petites erreurs. Quand vous allez migrer du texte dans le logiciel vers le PDF, il y a beaucoup de choses qui vont sauter. Il y a beaucoup de fautes qui vont se créer. Il y a beaucoup de fautes qui vont se créer. Donc, essayez toujours de lire. Faites l'effort
fort, lisez pleinement vos bons à tirer. Ne supposez pas que c'est bien fait. Ne vous dites pas, non, l'éditeur a fait son travail, bon voilà, je peux passer. Non, parce que l'éditeur peut avoir fait son travail. Et ça, je le dis, l'éditeur peut avoir fait son travail, mais le logiciel qu'il utilise est une version d'évaluation qu'il a téléchargée gratuitement sur Internet. Et cette version-là, comme toutes les versions d'évaluation, fonctionne à faible régime. Que ce soit pour la traduction, que ce soit pour la relecture, que ce soit pour le montage, ça fonctionne à un régime très, très, très bas. Et le résultat est toujours catastrophique. Donc, il peut avoir fait son travail, l'éditeur peut avoir fait son travail, mais lors de la migration vers le PDF, pour être édité, il y a beaucoup de choses qui sautent. Et ça arrive très souvent. Ou alors, il y a des bouts de texte qui vont se rajouter qui n'appartiennent pas au texte de l'auteur. Donc, lisez toujours les BAT. Il y a des éditeurs professionnels qui renouvellent leur licence, qui achètent des logiciels, qui ne travaillent pas avec des versions téléchargées gratuitement sur Internet. Il y a tout cela qui compte. Et vous, les auteurs, vous devez le savoir. Donc, le BAT n'est pas seulement le fruit du travail que vous avez eu à faire en collaboration avec l'éditeur pour la correction. C'est aussi le fruit d'un logiciel qui va maintenant vous proposer une version définitive, une version finale. Et cette version finale, vous allez l'évaluer, l'approuver ou pas. Voilà. Donc, ce n'est pas juste une question de ce travail. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Travaillez, lisez. Mais avant tout, chers auteurs, disposez-vous à l'écriture. Comment travaillez-vous pour garantir au lecteur un texte de qualité? Est-ce que votre version Word est déjà exploitable? J'avais été amusé d'apprendre, d'écouter, de suivre une conférence de Stephen King quand il parlait de 90% et que l'éditeur n'avait que 10% à travailler. Alors, quand je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Parfois, c'est 10% qu'on présente et l'éditeur doit se taper 90% du travail. Savez-vous combien de temps ça va prendre? Et il reçoit plusieurs textes. Donc, la qualité est remise en question. Elle sera forcément remise en question. Parfois, c'est moins de 10% qu'on reçoit. Il y a des manuscrits, vous lisez et vous vous dites non, mais cette personne, elle doit retourner apprendre à écrire. Et à ce stade, ça devient très compliqué de gérer votre texte. L'éditeur ne va pas passer tout ce temps là-dessus. Non, c'est une question de temps aussi. Il va regarder, est-ce que ça peut me prendre 72 heures pour travailler ce texte? Est-ce que ça peut me prendre 300 heures? Est-ce que ça peut me prendre 400 000, 500? Ça peut me prendre toute une année. Pardon. Donc, le temps aussi compte. Le temps compte. Ce n'est pas juste une question de ligne éditoriale. Ce n'est pas juste une question d'accepter, rejeter autre chose là. Encore qu'on rejette de moins en moins aujourd'hui. Parce que tous les auteurs sont imprimés. Je n'ai même pas envie de dire sont édités, parce que tous les auteurs sont imprimés. Donc, il va falloir refaire un véritable travail. C'est triste. C'est dur, c'est pénible pour nous, les lecteurs, d'avoir des textes qui sont contraires à ce que, je sais pas, à la bonne lecture. La bonne lecture, c'est pas la bonne histoire. Non, c'est le bon texte. C'est la bonne lecture, c'est le bon texte. C'est pas la bonne histoire, c'est le bon texte. Parce que déjà, moi, je connais pas d'histoires qui sont mauvaises. Je connais pas d'histoires qui sont mauvaises. On peut se tromper sur un point de vue, mais en général, toutes les histoires sont bonnes. Mais c'est comment ces histoires sont portées. C'est là que l'éditeur va intervenir. Comment ces histoires sont portées. Est-ce que cette histoire a déjà été dite? Pardon, et mieux que ça? Est-ce que cette histoire est même bien écrite déjà? Est-ce que les règles élémentaires qui portent cette histoire sont respectées? Est-ce que cette histoire, je peux la faire lire aux auteurs, aux lecteurs? Est-ce que je peux la faire lire aux enfants? Le livre va aller au programme scolaire. Est-ce que les élèves qui vont recevoir ce livre ne vont pas le massacrer déjà dans leur position d'élève? Parce que dites-vous bien que les premiers à se plaindre, pendant que l'éditeur fait son chiffre, son livre au programme scolaire, ça fait son chiffre, c'est bien. Mais l'élève, lui, qu'est-ce qu'il reçoit? La confiance que les apprenants font aux écrivains, c'est incroyable. Ils croient. Ils savent que celui qui a écrit parce qu'il maîtrise ses règles. Il sait que c'est cela. Alors, s'il voit quelque chose qui est contraire à ce qu'on lui enseigne,
Imaginez qu'ils aient tendance à croire ce que l'auteur écrit plutôt que ce que la règle dit. Alors, on se retrouve dans un autre univers où on ne tient plus véritablement à grand-chose. Donc, pour boucler la communication d'aujourd'hui, je dirais lire, lire et lire. Si lire des livres, c'est tout simplement parce que les livres nous enseignent ce que nous avons à savoir sur ce que nous voulons faire. Et si un livre n'est pas en mesure de nous l'apprendre, s'il n'est pas en mesure de nous sortir de notre prison, pour quelle raison le lirait-on? Pour quelle raison le lirait-on? Des ateliers sont proposés. Suivez des ateliers. Des livres sont proposés. Achetez des livres. Lisez des livres. Téléchargez même des livres. Il y a des livres téléchargeables. Téléchargez des livres. Vous allez apprendre comment gérer, comment un auteur gère son regard, comment il regarde son environnement pour pouvoir produire quelque chose. Ce n'est pas pour apprendre à écrire comme lui. Ce n'est pas pour l'imiter, lui. C'est pourquoi il y a des ateliers de lecture qui sont aussi donnés. Comment lire? Il y a aussi ça qui est donné. Donc, voilà. Je vais vous dire grand merci. Merci d'avoir suivi cet autre atelier des acolytes. Nous avons décidé de faire cet atelier gratuitement, l'ouvrir au public et surtout le mettre sur le BAT pour que l'on puisse comprendre un peu mieux sa responsabilité en ce qui concerne la qualité du livre. Et la responsabilité de l'auteur, elle passe par la lecture de son BAT. Quand il reçoit le bon à tirer, l'éditeur lui dit « J'ai fait mon travail, voici mon travail que j'ai fait. Et ce travail, je l'ai fait avec toi. Est-ce que tu es d'accord avec ce résultat ?» Donc, à ce moment, il revient à l'auteur de valider ou pas ce qui lui est proposé et de proposer des pistes pour pouvoir travailler dans un autre sens. Donc, voilà de quoi il était question aujourd'hui. J'espère que cela vous aura été utile et que dès 2025, nous aurons uniquement sur le marché des livres capables de porter notre littérature. Parce que nous avons une passion, nous avons un rêve. Nous avons un rêve et ce rêve s'appelle littérature. Et c'est ce rêve que nous essayons de vivre tous les jours et de faire vivre aux autres. Donc, merci d'avoir suivi et retrouvons-nous très prochainement. Nous aurons toujours d'autres ateliers, des acolytes qui vont passer. Ateliers des acolytes, c'est toujours en ligne. Nous avons d'autres ateliers qui sont physiques. Et à part cela, il y a des ateliers presque partout. Renseignez-vous sur ces ateliers, sur la qualité. Discutez avec des personnes qui ont suivi les ateliers et pourront vous dire si certains ateliers sont crédibles, s'ils ne le sont pas, parce que là aussi, c'est un autre souci. Mais ça, on verra la question des ateliers lors d'une autre communication. Donc, pour aujourd'hui, il était juste question du BAT, de lire son BAT, toujours, de s'assurer que c'est son propre travail, parce que c'est ce travail qui portera le nom de l'auteur. Donc, merci et excellente fin de week-end. Bon dimanche pour ceux qui débutent là où ils se trouvent et à très bientôt.